Hello mes reines. Hello, hello, hello. C'est un épisode qui n'est pas du tout préparé. On vit des temps tellement difficiles, tellement turbulents, que j'ai qu'une envie, c'est de venir vous parler à cœur ouvert, venir prendre un peu le pouls, comment ça va chez vous. Je sais pas du tout ce qui va sortir de cet épisode, c'est pas non plus le but. Le but c'est juste qu'on se rappelle que dans tous ces moments qui sont ultra difficiles, on est ensemble. Je reçois énormément de messages, de coaching, vous êtes en colère, vous êtes triste, vous êtes choqué de tout ce qui se passe, mais je comprends tellement. C'est clair que les temps sont ultra compliqués. C'est des vrais temps de crise. Et mon rôle, ça a toujours été de vous accompagner à travers vos crises, qu'elles soient personnelles ou qu'elles soient dans le monde entier. C'est important de comprendre à quoi sert la crise. La crise en soi, c'est ce moment de rupture où beaucoup de choses qu'on croyait existantes ou pas s'arrêtent. Beaucoup d'idéaux, beaucoup de systèmes qui fonctionnaient s'arrêtent. Et ce qu'on peut vivre à l'échelle personnelle avec une crise, un burn-out, un postpartum compliqué, etc., on le vit là à l'échelle mondiale. Et donc on se tape des barres et des barres et des barres de scandales à répétition, que ce soit Epstein, que ce soit Bruel, que ce soit Liana, ces derniers jours là, donc tout s'accélère. Et quand tout s'accélère dans le monde, on a l'impression que tout va mal, qu'on manque de sécurité, et c'est le cas d'ailleurs, hein. À l'extérieur, on manque totalement de sécurité. Et donc c'est pas un appel à sombrer dans le chaos avec tout le monde et avec tout ce qui se passe mal, c'est un vrai appel à travailler sur nous et à l'intérieur de nous pour que on arrête de remettre ce sentiment de sécurité à l'extérieur et qu'on vienne se centrer sur nous pour recréer ce sentiment de sécurité à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, le sentiment de sécurité qu'on a, c'est un idéal, c'est quelque chose qui peut nous rassurer de le poser sur quelqu'un d'autre. On peut le poser sur notre mari, sur notre maison, sur une ville dans laquelle on habite. C'est le cas avec Dubaï, par exemple, qui s'est vendue comme la ville la plus safe au monde. Et puis d'un coup, il y a des missiles qui passent au-dessus de Dubaï et la ville n'est plus safe. On n'est pas en train de nous prendre tout ce qu'il y a de sécuritaire en faux semblant. On est juste en train de nous faire prendre conscience que la sécurité, c'est une illusion et qu'elle n'existe en réalité qu'à l'intérieur de nous. C'est là qu'elle a plus de sens et c'est là, sur ce sentiment-là, qu'il faut se baser et qu'il faut revenir. Donc la première chose qui se passe quand il y a énormément de choses comme ça, de choses qui éclatent au grand jour, en fait, beaucoup de scandales, beaucoup de choses très compliquées à voir, vraiment immondes. La première chose qu'on a tendance à voir, c'est de la peur, de l'impuissance, de la colère, et c'est tout à fait normal. Donc ça, c'est très important de le traverser. Déjà, je vous invite vraiment toujours à prendre un cahier, à prendre un stylo et à écrire ce que vous ressentez pour déjà relâcher la pression. Une fois que toutes ces émotions sont sur le papier et qu'elles ne sont plus dans vos têtes, c'est vachement plus facile de prendre de la hauteur et d'avoir un esprit beaucoup plus dans l'action que submergé par les émotions. C'est un premier état, d'accord, mais c'est pas l'état dans lequel on nous demande de rester. Aujourd'hui, si tout commence à s'effondrer, c'est parce que depuis des millénaires, les sujets qui sortent aujourd'hui des fagots et qui étaient bien planqués, c'est des sujets qui existent depuis toujours. C'est des sujets qui sont là depuis toujours et ils sont là dans l'ombre. Depuis toujours, il y a des violences sur les enfants. Depuis toujours, il y a des violences sur les femmes. Depuis toujours, il existe dans le milieu politique, dans toutes nos institutions, dans les milieux religieux, toutes ces notions de pouvoir là. Il existe des dingueries qui se passe en toute impunité, de manière cachée, sans qu'on y ait accès. Et c'est une très bonne chose que tous ces scandales éclatent. C'est une très bonne chose. Ce qui peut être vachement déstabilisant, c'est qu'on a l'impression qu'ils éclatent tous en même temps. Et ça, je comprends. C'est clair que c'est ultra déstabilisant. Et pour autant, tant mieux, si ça s'accélère, tant mieux. Et à mon sens, je vous l'avais dit déjà en début d'année, à mon sens, c'est pas quelque chose qui va se calmer, c'est quelque chose qui va s'accélérer encore plus. Il va y avoir de plus en plus de scandales qui vont éclater, etc. Donc, on n'est pas en train de courir un sprint et de se dire « oh là là, faut serrer les dents, ça va passer », etc. On est en train vraiment de courir un marathon de systèmes qui explosent en plein vol
dans le but de derrière pouvoir reconstruire quelque chose qui a plus de sens, qui est plus aligné, qui est plus doux, qui est sur des valeurs qui sont importantes. Et nous, les femmes, avons un rôle à jouer, puisque tout ce monde qui est en train d'exploser en plein vol, un monde qui est rempli d'ego, un monde dégueulasse, un monde où il y a une domination de l'humain, ou des enfants, ou de la planète, ou des notions de domination permanente dans tout ce qu'on a là. Tout ça, c'est en train d'exploser en plein vol. Et ce système, il avait été construit sans nous. Donc maintenant qu'il explose, en fait, on a une énorme opportunité de pouvoir se réapproprier ce monde, de pouvoir le réinventer. Et le but, c'est pas de tout le temps se nourrir d'informations anxiogènes comme les médias adorent le faire. Hein. Les médias, c'est vraiment ultra problématique. Ils se nourrissent de la peur. Ils sont là pour nous ancrer dans cette dynamique de manque, dans cette dynamique de peur, parce que c'est là où eux, ils vendent, en fait. Et ils ont de l'attention. Donc le but, c'est qu'on soit renseigné, qu'on soit éclairé, qu'on soit consciente de ce qui se passe, mais qu'on n'alimente pas cette peur. Il y a une grande nuance entre prendre l'info et venir la nourrir. Donc c'est quelque chose, c'est un point de jugement ou un point de conscience que je te mets. Essaye de voir déjà à quel moment ça bascule pour toi. C'est important d'arrêter de consommer l'information juste avant ce moment de bascule où tu te mets en panique totale, ça te fait vriller, tu te dis putain mais dans quel monde de fou on vit là ? C'est pas possible, j'ai qu'une envie, c'est de mourir, là, je peux plus vivre ici parce que c'est l'enfer, quoi. Donc juste avant de basculer dans cet état d'esprit, essaye de juste prendre l'info et ensuite de ne pas l'alimenter non plus. Donc le premier apprentissage du moment, c'est de ne pas remettre son sentiment de sécurité vers l'extérieur, mais bien de venir se créer des moments pour se remettre en sensation de sécurité à l'intérieur de nous. Le deuxième apprentissage du moment, c'est qu'il faut savoir observer le chaos, mais ne pas le nourrir. À chaque fois qu'on a peur, qu'on est en colère, qu'on est triste, qu'on est impuissante, qu'on est choqué et qu'on reste dans cette énergie-là, on vient nourrir un monde qu'on ne veut plus. C'est vraiment un monde dont on ne veut plus. Hein. Le monde de l'inceste, le monde des violences sur enfants, le monde des féminicides, le monde du pouvoir, de tout avoir, quand on est chanteur, quand on est présentateur TF1 ou quand on est peu importe qui. C'est un monde qu'on ne veut plus voir. Donc on doit être responsable face à tout ce qui est conscient, face à tout ce qui sort, mais on doit aussi, en fait, surtout, être responsable envers nous-mêmes, que ça nous plombe pas. On n'est pas là pour absorber toute la souffrance du monde. C'est là la limite. Prendre l'info, oui. La nourrir, non. Prendre conscience des choses, oui. Ajuster avec vigilance, oui. Prendre des décisions qui te semblent justes, en fonction de ce qui se révèle, oui. Et après, tu reviens à ta vie. Tu reviens à ce que t'aimes, tu reviens à tes projets, tu reviens à tes enfants, tu reviens à ton couple, à ton cocon, à ta maison, tu reviens à ce qui te fait vibrer. La beauté, elle existe encore partout autour de nous et le monde, il n'a pas besoin qu'on sombre avec lui, il a juste besoin de femmes capables de prendre du recul et de saisir l'opportunité pour se réattribuer un monde dans lequel elles ont toujours été éjectées, effacées, rejetées, par incluse quoi. Donc on doit être capable de traverser toutes les tempêtes qui vont arriver sans perdre notre lumière. C'est pas le moment, au contraire. C'est dans ces moments-là qu'il faut écouter ton intuition, lancer des projets fous, te mettre au service de l'humanité, te mettre dans des associations, vraiment tout ce qui te semble juste et qui a du sens à tes yeux, c'est le moment de le lancer. Surtout quand tout se chamboule comme ça, parce que c'est le moment où tout peut se rejouer, où on peut réinventer toutes les règles. Alors je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et c'est pas grave, le but c'est d'essayer. Et si tu sens vraiment que t'es submergé, que tu sens que tu perds pied, que tu sens que ce monde te fait flipper, que t'as du mal à sortir de chez toi, ou que t'endors pas, ou que c'est difficile, ou que ça te travaille, et que t'as des pensées qui tournent en boucle, je t'invite vraiment à regarder sur projectpower.com le dernier atelier de coaching que j'ai fait, Puissante dans le chaos. C'est un atelier pendant lequel je te coach pendant 2 heures à retrouver ta clarté, ta capacité d'action, remettre ton système nerveux en sécurité, et que je te donne des outils très concrets pour pouvoir le faire dans le quotidien. Le but c'est de remettre de l'espoir dans tout ça, de remettre de la lumière, de remettre de l'amour et ne pas sombrer avec le chaos. Donc je te donne et les outils et les clés, plus on le fait ensemble en 2 heures. Donc tu sais comment agir, comment faire pour sortir de l'impuissance, ce sera tes propres réponses qu'on ira chercher, plus comment remettre ton corps, ton cœur et ton mental en sécurité, que tu puisses continuer d'avancer. Je vais te mettre le lien direct dans la description du podcast, comme ça tu pourras le retrouver. Je l'ai vraiment fait à tout petit prix, comme ça tout le monde peut y avoir accès, ça ne doit jamais être une question de moyen que de se sentir bien. Puis il y avait une grande question aussi que vous posiez beaucoup, c'était comment on fait dans tout ce chaos pour protéger nos enfants.
Ce qui est totalement... ce qui est une super question, hein. C'est pas facile. Et puis souvent on se dit dans quel monde on va les laisser, qu'est-ce qu'on leur laisse comme héritage, c'est terrible. Justement, je pense qu'on arrive dans une phase où il va falloir les aider à reconstruire ce monde. Et nous, on doit se mettre dans le monde d'après. Déjà, on ne doit pas agir en fonction du monde qui est là maintenant tout de suite, celui qui est déjà en train de s'effondrer, mais de se mettre dans la perspective du monde d'après. Qu'est-ce qu'on souhaite comme monde à nos enfants? C'est une vraie question. C'est quelque chose de très puissant que de se poser cette question. Qu'est-ce qu'on leur souhaite de vivre et qu'est-ce qu'on peut déjà impulser à notre échelle? En fait, c'est... Souvent on se dit oh là là, ça me dépasse, c'est trop, je peux rien faire, c'est le gouvernement qui doit agir, etc. Alors oui, naturellement le gouvernement doit agir aussi, mais on oublie l'impact qu'on peut avoir à notre échelle. Si on souhaite à nos enfants de grandir dans un monde où il y a moins de jugement, plus d'amour, plus d'entraide, plus de coopération, plus de barbecue, c'est déjà quelque chose qu'on peut faire maintenant à notre échelle en fait. Et c'est en ça que ça va nous aider aussi de sortir de la peur, de l'angoisse, c'est qu'il faut qu'on se rapproche humainement entre nous, qu'on s'entraide, qu'on se fasse des moments beaucoup plus profonds que des faux semblants. Plus personne ne veut de ces faux semblants. Je pense que c'est un énorme apprentissage de cette année aussi, un énorme learning, c'est qu'on veut plus faire semblant quoi. On peut plus faire semblant. C'est plus ce qui nous est demandé là. Donc commence déjà autour de toi, dans ton entourage, à parler vrai, à dire ce que tu traverses vraiment, à parler de ce que tu ressens, plutôt qu'à dire oui ça va, la machine à café tous les 4 matins, et encore une fois, ça veut dire qu'il faut le faire avec tout le monde, mais avec les personnes avec qui tu te sens en sécurité, avec qui tu as un vrai lien, ou avec qui tu as envie de créer un lien, parle vrai quoi. Comme là en fait, là je vous fais un épisode de podcast, j'en ai jamais fait des aussi peu préparés, je n'ai absolument aucun point, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où ça me mène, je vous parle simplement avec le cœur de ce qui vient de... Voilà, donc ça va être peut-être totalement déstructuré, mais en fait on a juste besoin de s'ouvrir, de s'écouter, de parler et d'arrêter de tout millimétrer, perfectionniser ou perfectionner. Voilà, on va inventer des mots aussi, on peut tout faire. C'est important de faire ce qui nous semble juste. Et donc ce monde d'après, on va le construire avec nos enfants. Donc les protéger, c'est naturellement quelque chose, c'est très important. Et au-delà de les protéger, il faut surtout les outiller. Parce que je pense qu'il y avait une forme de protection dans la société qui était le rôle du père, de protéger un enfant, d'aller se battre à la sortie de l'école avec les enfants qui lui avaient fait du mal. Il y avait une notion assez encore dominatrice de la protection. Et je pense qu'aujourd'hui, la protection, c'est remettre au centre comment leur donner les outils pour qu'ils puissent suivre leur ressenti plutôt que leur tête, pour qu'ils puissent naviguer en fait dans ce monde d'une manière que nous on n'a pas eu la chance d'avoir. Comment on les outille avec leurs émotions, comment on les outille avec le consentement. Donc il faut arrêter de penser que l'enfant est un petit être humain vulnérable, ce qui est le cas, mais c'est surtout aussi un être humain à part entière. C'est pas une chose qu'on peut trimballer ou... c'est déjà, chaque enfant, peu importe son âge, a une capacité de ressentir, une capacité de prendre des décisions déjà très tôt, hein. Je le vois avec mon fils, 2 ans déjà, très très tôt, il prend des décisions, même il a un avis, donc c'est quelque chose qu'on peut aller solliciter. Et donc je vous ai fait un post il y a 2 jours là qui me semblait vraiment important avec vraiment des clés très concrètes de comment on peut sortir de l'impuissance, protéger nos enfants, mais vraiment protéger, j'insiste sur le sens de outiller. En fait il y a beaucoup de choses que j'ai envie de vous transmettre en ce moment. Instagram est ultra limité, donc je me prends la tête à ce que tout ce que je veux dire rentre dans des caractères, vraiment j'efface le moindre mot, la moindre lettre certaines fois pour que tout puisse rentrer comme j'ai envie de le faire. Et l'avantage avec le podcast c'est que je ne suis pas limitée comme je suis sur Insta. Donc j'avais envie qu'on reprenne ces points un peu clés pour protéger nos enfants des agresseurs, protéger leur insouciance, protéger des dangers en fait qui sont en train de se révéler au monde là dont on prend conscience, qui ont, encore une fois je le répète, toujours existé. Toujours. On a l'impression que ça n'a jamais existé, que d'un coup le monde devient fou. Ça a toujours existé. C'est juste que ça n'était pas conscientisé, pas communiqué, et qu'aujourd'hui, ça va même au-delà de la communication, c'est-à-dire que les médias fonctionnent à celui qui va avoir l'information la plus anxiogène, la plus folle, la plus grosse, le truc le plus plus quoi. Voilà. Donc un média, par exemple si on prend TF1 ou quand on prend les grandes chaînes qu'on regarde à la télévision qui diffusent les informations, eux ils ont en fait dans chaque région
de la France, ils ont des attachés qui travaillent des sujets. Eux, ils achètent les sujets des attachés locaux. Donc par exemple, dans chaque région de France, il y a des attachés des journalistes qui sont là pour faire leur travail, sauf qu'ils sont en concurrence les uns les autres, que les sujets puissent être divulgués sur TF1. TF1 n'achètera que le sujet le plus croustillant, le plus anxiogène, celui qui va générer le plus d'audience en fait. Donc il y a une vraie compète dans la transmission de la nouvelle, de l'actualité, c'est à celui qui va raconter le truc le plus dingue. Et je pense que c'est très important de le savoir quand on regarde l'actualité, c'est que, encore une fois, on vient nourrir cette peur permanente là. Donc c'est important que vous vous en détachiez, vous compreniez les mécanismes aussi qui se passent en coulisses. Voilà. Si un journaliste arrive chez TF1 avec un dossier qui n'est pas intéressant, qui n'est pas croustillant, qui n'est pas anxiogène ou qui n'est pas vraiment ultra buzz, TF1 l'achète pas. Donc quand tu regardes l'actualité, fais-le plutôt d'un point de vue d'une analyste qui viendrait analyser un phénomène, plutôt que de le faire d'un point de vue de victime, impuissante. Ça t'aide à prendre de la hauteur sur ce qui se passe. L'information c'est très utile, mais la surconsommation c'est vraiment toxique quoi. La prochaine chose dont j'avais envie de vous parler, c'était donc comment on peut à notre échelle protéger et outiller nos enfants pour qu'ils puissent naviguer dans ce monde avec le plus d'insouciance possible et en étant eux aussi en fait conscients des dangers sans leur foutre la peur au ventre quoi. C'est un sujet dont je me pose beaucoup de questions, parce qu'avec un enfant de 2 ans qui comprend pas encore tout, et tant mieux pour lui certaines fois, je pense qu'on a beaucoup de leviers en fait en tant que maman. Le premier levier déjà c'est de faire en sorte que nous on aille bien, et c'est pour ça que je vous citais tous les points précédemment, c'est vraiment important que nous on aille bien. Ensuite, c'est important qu'on soit un maximum dans le respect de ce qu'un enfant a à nous dire. Un enfant, il a son avis, sa personnalité, sa propre opinion, ses envies. Et c'est important de pouvoir respecter cette liberté au maximum. Donc moi, avec un enfant de 2 ans, ce qu'on appelle l'âge du Terrible 2, je ne sais pas du tout pourquoi d'ailleurs. Donc Terrible 2, tu penses bien que déjà ça nous met dans une dynamique de fait chier. En Suède, ils appellent ça l'âge de l'affirmation, c'est de comprendre que c'est une phase importante de construction de l'identité d'un enfant que de s'affirmer. Donc moi, je suis dans une phase où il a envie de me dire non à tout. Et ce que j'observe aussi, c'est que le non ne dure pas et que le non est facilement transposable en oui quand on laisse un peu plus de temps à l'enfant. Il y a une chose qui est très importante, je trouve, pour les outiller, c'est de ne pas venir toujours être dans la contradiction avec eux et de ne pas se battre contre eux, mais de leur laisser un maximum de liberté d'action, de jeu, et de pouvoir dire non et qu'ils se sentent sécurisés quand ils disent non. Quand ils disent non, c'est pas pour nous emmerder, ils disent non pour s'affirmer parce qu'ils ont une opinion très claire sur le sujet et que cette opinion elle va pas forcément dans notre sens. Et comme on arrive de générations où les enfants étaient dominés, où il fallait qu'on se plie à ce que l'adulte voulait, si on voulait être des bons enfants, on a un peu de mal avec cette notion de temps en temps de s'affirmer. Alors un enfant ne fait aucun caprice, un enfant a juste une opinion sur ce qu'il fait, sur ce qu'il pense, voilà. Il sait déjà par lui-même. Et nous, on nous a tellement brimés là-dedans que ça s'est perdu en route. On a perdu une part de nous en fait qui a dû se soumettre à si je dis non, je vais pas être aimée des adultes. Donc je pense qu'un des rôles qu'on a aujourd'hui, et encore une fois, le plus souvent on le fait, mieux c'est. S'il y a des fois ça dérape, c'est pas grave non plus, on va pas se mettre une pression de dingue. Le fait d'en avoir conscience déjà, c'est assez. Et donc c'est important qu'on respecte leur nom. Je vois souvent des situations où l'enfant est en train de rire, on lui fait des chatouilles, et là l'enfant dit non, et parce que c'est un jeu par exemple, on ne prend pas en compte son nom. Alors que c'est très important de le faire. Même si c'est un non qui est dit pendant qu'il rigole, pendant qu'il joue, c'est un non quand même. Et ça c'est important de le respecter si on veut les outiller à ce qu'ils comprennent que non est une phrase simple qui doit être crue, respectée à l'instant T, tout de suite. Si on leur souhaite d'utiliser leur nom comme ça, qu'il soit respecté, parce que nous, notre nom, il n'a jamais été respecté. Je sais pas si vous vous rappelez, on disait toujours ah ouais, mais quand une femme dit non, c'est qu'elle pense oui. L'enfer. L'enfer. C'est un peu pareil quand il joue et qu'on trouve ça rigolo et qu'il rigole aussi, mais qu'il dit non. On pense que ça le fait rire, on pense que machin, mais en fait, il est en train de dire non là. Donc même dans ces moments-là, c'est important de respecter son nom et de s'arrêter. Et le deuxième moment le plus naturellement, le plus chiant entre guillemets, c'est quand il nous dit non alors que nous on va faire autre chose. Alors celui-là, c'est clair qu'il est un peu emmerdant. Le truc,
j'essaye d'un maximum de faire, c'est déjà de prévoir un poil de plus de temps, c'est-à-dire qu'il doit y avoir des temps de négociation ou des temps d'explication à l'enfant pour que ça ait plus de sens pour lui. Je prévois un peu plus de temps pour faire les choses. Donc je sais que mettre des chaussures ça va prendre un peu plus de temps parce qu'il va peut-être pas vouloir sur le moment. Donc si vous prenez un quart d'heure de plus, vous le prévoyez, déjà ça sera beaucoup moins chiant et pour lui et pour vous quoi. Donc prévoyez un peu plus de temps si vous avez l'occasion. Encore une fois, toutes les fois on peut pas le faire, c'est pas grave, mais toutes les fois on peut le faire, ça compte. Le non, il est facilement désamorcé quand on met un cadre, quand on lui dit par exemple je comprends que tu as encore envie de jouer, alors je te laisse jouer 5 minutes encore, et dans 5 minutes on brosse les dents, dans 5 minutes on met tes chaussures, dans 5 minutes on fait quelque chose. Si sur le moment où il vous dit non, vous le respectez et que vous lui proposez de le faire dans 5 minutes en lui disant exactement ce qui va se passer derrière, il peut se préparer à ça déjà et donc c'est plus facile pour lui ensuite d'accepter. Ça c'est le premier point. Donc souvent si vous réessayez après un non 5 minutes plus tard ou même 3 minutes plus tard, ça marche beaucoup mieux parce que l'enfant a eu le temps de se préparer à ce qui allait se passer et que son non a été respecté, il s'est senti compris, entendu. Et la deuxième chose avec le non, pour pouvoir le désamorcer quand il vous arrange pas, c'est qu'il faut que l'enfant comprenne. Il comprenne beaucoup de choses, beaucoup plus qu'on ne le pense. Et donc si vous vous mettez à sa hauteur et que vous prenez le temps de lui expliquer pourquoi c'est important qu'il mette sa veste, pourquoi c'est important qu'il fasse ci ou qu'il fasse ça, ça va beaucoup le désamorcer et que ça va faire évoluer son non dans quelque chose qui a du sens pour lui. Donc il n'y a plus vraiment de sens qu'il dise non. Voilà. Nous on a grandi dans une génération où on nous disait c'est comme ça, pas autrement. Alors forcément, ça c'est pas aider à la discussion. Mais mettre l'enfant dans une démarche de compréhension et de sens plutôt que de lui imposer un choix qu'on a fait, ça marche beaucoup mieux. Et puis le but, c'est aussi de sensibiliser votre entourage parce que vous avez un impact, mais ce qui compte aussi, c'est les adultes autour de lui. Donc plus les adultes autour de lui vont respecter son nom, plus l'enfant va intégrer inconsciemment que son nom a de la valeur, que son nom est une phrase simple et qu'elle suffit. Qu'il n'a pas besoin de le justifier par exemple, et qu'il a le droit de dire non à des adultes aussi. Parce que souvent il y a une peur de ce côté-là, de devoir dire non à des adultes ou de ne pas pouvoir le faire. Donc si vous mettez les grands-parents, les amis, si vous mettez les enseignants ou les gens qui les encadrent dans cette boucle en leur disant c'est vraiment important pour moi que vous respectiez au maximum son non, que s'il vous dit non, vous lui expliquiez, vous preniez 5 minutes de plus, vous lui dites ce qui va se passer par la suite, vous lui laissez juste un petit peu de temps pour finir ce qu'il a à faire et ensuite faire ce que vous avez envie qu'il fasse. C'est important. C'est important que vraiment l'entourage de l'enfant puisse respecter ça et puisse évoluer aussi avec vous. Donc n'hésitez pas à les sensibiliser, à leur donner votre point de vue et à leur dire que c'est quelque chose d'important. Et que si ça n'est pas respecté, vous mettez l'enfant en danger parce que n'importe qui ensuite qui passe et qui lui dit ouais fais ci, fais ça, qui dit non et qu'il sait très bien que son nom ne sera pas respecté, ben, il va avoir tendance à se laisser faire. Donc dans une démarche de pédocriminalité ou j'en sais rien, ou dans des démarches dangereuses où il n'a vraiment pas envie de faire les choses et qu'il est forcé à le faire quand même, son nom n'aura plus de valeur en fait. Voilà. Donc, un maximum, les adultes qui l'entourent doivent respecter son nom et ça c'est important de sensibiliser, de le dire et d'y aller avec insistance dans chacune des situations que vous observez où ça ne se passe pas comme ça. Vous pouvez aller dire à un adulte en face de vous qui traite votre enfant d'une manière qui ne vous plaît pas, vous pouvez lui dire ce que vous attendez de cette personne. Donc de manière globale, c'est important de construire une relation avec son enfant où on sait que ce qu'il dit va être respecté et ce qu'il dit va être cru, va être entendu, va être compris. Voilà. Donc réservez-vous des moments dans la journée avec votre enfant aussi pour avoir des discussions un peu plus profondes, des temps où vous êtes en écoute active. L'écoute active, c'est-à-dire que peu importe ce que votre enfant vous dit, vous ne jugez pas, vous ne répondez pas, vous ne rassurez pas, vous écoutez. L'écoute, c'est le truc le plus sous-estimé au monde. Si vous prenez le temps d'écouter vos enfants de la manière la plus profonde possible, peu importe ce qu'ils ont à vous dire, vous écoutez et vous acquiescez comme ça. Même s'il vous dit des choses difficiles, vous écoutez avec un sourire pour qu'il sente votre sécurité et vous hochez de la tête comme ça. Même si vous n'êtes pas d'accord. L'écoute, ça peut être une phase, mais ça peut aussi être complètement suffisant pour qu'un enfant s'apaise de lui-même. Le fait d'être écouté, compris, entendu et cru, c'est un effet qui est totalement sous-estimé aujourd'hui. Je vous promets que si vous vous asseyez avec votre enfant et que vous l'écoutez seulement, vous avez désamorcé la situation à 98% du temps. Il n'a pas besoin de solution, il n'a pas forcément besoin d'être rassuré, il n'a pas forcément besoin d'avoir vos conseils, il a surtout besoin de votre écoute rassurante, saine, sans jugement, sans commentaire.
Et ça lui apprend intuitivement et inconsciemment à ce que sa parole ait de la valeur, à ce que sa parole soit entendue, à ce qu'il soit cru, et ça crée un environnement dans lequel il ose vous parler de tous les sujets. Donc ça évite les tabous, ça crédibilise ce qu'il ressent, très très important. Ils vont devoir naviguer dans un monde où l'intuition sera beaucoup plus importante que le mental. C'est déjà une phase de transition dans laquelle on est aujourd'hui, mais l'intuition va devenir de plus en plus importante. Vous-même, les meufs, je vous invite à suivre profondément vos intuitions. Par exemple, par rapport aux gens à qui vous laissez vos enfants. Si vous ne la sentez pas, ça n'a pas besoin d'être expliqué. Vous ne le faites pas. Pour eux, c'est pareil. C'est important de leur faire comprendre que leurs ressentis ont du poids et beaucoup plus de poids que quelque chose de rationalisé. Ouais, souvent on rationalise en fait. Ce qui a du poids, c'est ce qu'on ressent. C'est ce qui se passe dans notre corps. Et pour ça, il n'y a pas d'explication plausible. Aucune. Ça a souvent d'ailleurs pas de sens rationnellement. Et c'est ok. C'est pas ce qui nous est demandé. Il va se passer de manière accélérée dans tout, vous allez voir dans les prochains mois, dans les prochaines années, beaucoup de choses à mon sens qui vont être de plus en plus inexplicables. Il faut qu'on sorte du rationnel, de l'explication, il faut juste, si c'est quelque chose qu'on ressent, alors c'est juste. Et c'est ce crédit-là qu'on doit donner à nos enfants aussi. Donc remettez leur corps et leur ressenti à ce niveau-là, en leur disant par exemple, ton corps est intelligent. Il sait si quelque chose te plaît, et tu peux le ressentir. Et il sait aussi si quelque chose ne te plaît pas, et tu peux le ressentir. Et ça n'a besoin d'aucune explication, d'aucune justification. Si ça te plaît, c'est juste. Si ça ne te plaît pas, c'est juste aussi. C'est important de faire confiance à ce que ton corps t'envoie comme message. Tout ça, c'est des exemples. Moi, c'est des choses que je dis à Louis régulièrement. Après, voilà, je pense que chaque situation du quotidien amène en fait des points où on peut placer ces conversations, où on peut placer ces points de conscience, où on peut répéter. C'est important de répéter les mêmes messages, les messages qui sont importants pour vous, répétez-les le plus souvent possible dans les situations du quotidien pour que ce soit fluide, pour que ce soit intégré comme normal, parce que les messages qu'ils garderont, c'est les messages qu'on a répétés. Bon là, on a eu par exemple le cas hier où Louis nous voyait nous faire un bisou sur la bouche avec Eric, mon mari, et donc il a commencé à vouloir faire la même chose, ce qui est assez logique puisqu'ils reproduisent exactement ce qu'on fait. Et là, c'est important de leur expliquer que la bouche, c'est une partie intime, que c'est réservé aux amoureux, qu'on fait ça quand on est adulte, et qu'il n'y a personne qui l'embrasse lui sur la bouche. Voilà, situation du quotidien, il y a quelque chose qui se passe et on l'utilise pour pouvoir faire passer un message important. De même, quand on fait des surprises, là c'était la saison des anniversaires, tout le monde on a fait des surprises à gogo. Donc déjà, moi j'aime pas trop les mettre longtemps en avance dans le plan de la surprise, il est déjà trop petit pour comprendre, il n'y a pas de notion de temps, et en plus de ça, ça risquerait de sortir avant que la surprise ne se passe, donc je le préviens toujours à la dernière minute, et je lui dis aussi que les surprises, c'est pas voué à... les secrets comme ça, c'est pas voué à être gardé plusieurs jours, plusieurs semaines, et que c'est toujours quelque chose qui fait du bien. Voilà. Donc à chaque surprise qu'on a fait, c'est une notion que je lui rappelle. J'aime bien faire des surprises en plus, pour toutes celles qui me connaissent, elles le savent. Voilà, c'est des situations du quotidien qui sont faciles à expliquer. C'est des notions aussi quand on prend le bain. On chante toujours « Ce sont mes parties intimes, intimes, intimes ». Et on montre toutes les parties intimes comme ça. Donc la bouche, la poitrine, la vulve, le pénis et les fesses. Voilà, je fais exprès de nommer ces noms pas avec des zizi, zizounettes, mignonnettes, que des noms mignons, parce que on appelle une cuisse, un genou, un pied, un pied. Donc il n'y a aucune raison que pour les parties intimes, il y ait des noms mignons qui soient mis à notre disposition ou qu'on utilise à la place. C'est important de normaliser le fait aussi qu'on utilise les mots normaux pour les parties du corps qui sont intimes. Donc n'hésitez pas, quand vous lui changez la couche, je lui rappelle que c'est là dans le but de... Je lui demande déjà, est-ce que je peux te changer ta couche ? Ensuite, je lui rappelle que c'est dans une démarche de le nettoyer parce qu'il est encore petit pour le faire et que ça, il y a peu de personnes qui le font, que les personnes autorisées c'est ça, et que si quelqu'un d'autre touche à son pénis, c'est quelque chose dont il doit me parler parce que c'est une personne malade. Et j'insiste sur le fait de dire que c'est une personne malade. C'était une personne qui travaillait dans la police qui m'avait raconté ça et j'avais trouvé extrêmement pertinent en fait dans la police. Alors je ne vais pas généraliser parce que je ne connais pas tous les commissariats de police, mais souvent ils font ça dans les enquêtes avec les enfants quand il y a eu des attouchements, des choses comme ça. Pour aider l'enfant à parler, ils parlent de personnes malades. Si la personne t'a fait ça, ou ça, tout acte en fait sexuel, c'est que c'est une personne malade. Et donc il faut qu'on l'aide. Et le fait de mettre ça dans une dynamique d'aider la personne, ça libère la parole chez les enfants parce qu'ils ont souvent cette culpabilité de se dire putain si je balance,
il va être dans la merde, il va se passer des trucs, il va aller en prison, il va se passer ça, etc. Et c'est pour ça qu'ils n'osent pas en parler aussi. Donc quand on leur dit que c'est des personnes qui sont malades, et c'est le cas chez des pédocriminels ou autres, on les met dans une dynamique d'aide, et là c'est beaucoup plus facile d'en parler. Voilà, petit point de conscience supplémentaire. La manière dont on raconte les choses aussi, c'est-à-dire comment faire pour qu'ils libèrent la parole et qu'ils ne se sentent pas culpabilisés de faire quoi que ce soit. Tant qu'on est dans les routines importantes et quand on est dans les choses du quotidien, il y a quelque chose que j'observe très très souvent, c'est qu'un enfant est souvent forcé à dire bonjour, à dire merci, à faire des bisous pour remercier, pour dire au revoir, pour dire bonjour. Forcer un enfant à faire un bisou, j'arrêterai tout de suite. Parce que si on le force à faire un bisou, on le force à faire n'importe quoi. Donc respectons le fait qu'ils veulent pas faire de bisous. C'est vrai que c'est un peu gênant quelquefois d'avoir quelqu'un à qui on a envie qu'on a envie de remercier ou à qui on a envie de dire bonjour, que l'enfant ne joue pas le jeu. Mais déjà c'est des éponges émotionnelles, hein. Alors si la personne arrive chargée, pleine d'émotions en face, pour eux c'est quelquefois très difficile de le recevoir. Donc c'est important de préserver aussi leur champ énergétique là-dessus. S'ils ont pas envie, c'est qu'ils le sentent pas, hein, faut pas forcer. Le truc qui marche assez bien, que les adultes aiment bien, c'est qui fait passer un peu mieux la pilule quand ils veulent pas dire bonjour, c'est que on fait des checks. Voilà, on fait des checks, comme ça le check, il y a une distance qui se crée, il n'y a pas de bisous, il n'y a pas de ça, et l'enfant est toujours généralement d'accord pour le faire, et l'adulte en face se trouve assez touché de dire ah il sait faire des checks, voilà, bon ça passe crème généralement, et c'est un peu ma planque par rapport aux bisous, voilà, aux bisous qu'il veut pas faire, on check. Et si je veux pas checker, on check pas, hein, attention. Quand vous êtes dans vos routines, l'avantage des routines, c'est que tous les jours, on est avec eux sur les mêmes moments, donc on peut aussi observer s'il n'y a pas des choses qui changent. Si vous voyez que l'enfant est plus triste, si vous voyez qu'il n'a pas envie de voir une personne soudainement alors qu'il aimait bien aller la voir, si vous voyez qu'il y a des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, posez-vous juste la question, à quoi c'est lié. Alors si c'est passager, c'est pas grave, c'est pas grave, mais c'est quelque chose qui est récurrent, il ne veut pas aller à l'école, ou il y a quelque chose qui se trame au fond là. C'est le cas des phobies scolaires, des choses comme ça, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une rupture à un moment donné qui fait que l'enfant ne réagit plus de la même manière, n'a pas envie de le faire, ou si vous voyez qu'il se rétracte sur lui, qu'il vous parle beaucoup moins qu'avant. Soyez attentifs dans vos routines des comportements qui changent, hein. C'est très important parce que c'est là où on peut lire beaucoup de choses. Et attention, ne vous paniquez pas non plus, le but c'est pas de devenir parano à chaque fois qu'il y a qui veut pas manger des haricots verts et qui préfère manger des pâtes, hein. C'est pas du tout ça le truc. Ça devient problématique quand ça reste sur le long terme, quoi. Quand ça reste sur une période un peu plus prolongée, là ça devient problématique et ça serait important de regarder à ce moment-là. Un point sur lequel on peut plus vraiment faire confiance absolue, c'est envers les institutions, parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup d'agresseurs qui sont en fait coincés dans les institutions, à l'école, dans les hôpitaux, enfin voilà, hein, je veux dire, ils sont là ou partout où il y a des contacts avec les enfants, c'est sûr, c'est ce qu'ils aiment, hein. Quand vous confiez vos enfants, maintenant c'est important de pouvoir établir une liste de choses à checker, plutôt que de faire confiance aveuglément. Parce qu'on voit bien qu'avec les scandales qui sortent, etc., on peut plus vraiment faire confiance ni à l'éducation nationale, ni au système hospitalier, ni aux crèches, ni au périscolaire, voilà. Donc c'est important que vous ayez des points de conscience sur ce qu'il faut checker pour que l'enfant soit un maximum en sécurité. La première chose, c'est toujours votre intuition. Si vous avez une personne que vous ne sentez pas, peu importe si vous l'expliquez ou pas, vous sortez votre enfant de cet endroit. Et ensuite, il y a des choses très classiques qu'on peut observer. Par exemple, quand je mettais Louis en crèche, je regardais est-ce qu'il y a un système d'entrée qui est verrouillé, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas rentrer comme ça. Voilà, donc nous on avait besoin de sonner, il y avait une caméra où à l'intérieur ils voyaient qui était devant la porte, ils ouvraient ou pas en fonction. Ça c'est très important, donc un digicode, un visiophone, peu importe, mais quelque chose qui puisse sécuriser l'entrée. La deuxième chose qui est super importante là-dessus, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas de pièces fermées. Totalement fermé. Parce que plus il y a d'angles morts, plus il y a de pièces fermées, plus il peut se passer des dingueries derrière. Donc dans les coins de change, dans les coins de sieste, pareil, souvent dans les coins de sieste, il doit y avoir des fenêtres sur la pièce. Dans les coins de change, on peut regarder en haut, au-dessus, on peut garder une intimité sur la partie, mais il y a accessibilité de pouvoir regarder ce qui se passe. Voilà, ce ne sont pas des espaces qui sont entièrement clos, parce que c'est des endroits où naturellement ils sont plus vulnérables. Donc challengez les institutions dans lesquelles vous laissez vos enfants, surtout quand vous les laissez toute la journée, hein, qu'il y en a qui s'occupent de vous à votre place, challengez-les là-dessus. Vous pouvez rallonger les périodes d'introduction, ou comment on appelle ça, les périodes au début là, de démarrage, quand vous les laissez à la crèche, vous pouvez prolonger pour regarder comment se comportent les gens qui travaillent là-bas avec eux. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est quelque chose qui soutient vos valeurs? Est-ce qu'ils ont une gestion émotionnelle qui vous plaît? Est-ce qu'ils ont des réactions qui vous plaisent? Voilà, et puis demandez aux directeurs des institutions si chacun des casiers judiciaires des personnes qui travaillent là ont été vérifiés. Ça me fait appel à un autre sujet.
c'est qu'on a aussi une responsabilité énorme, nous, de dénoncer et de porter plainte au commissariat, même si on ne sera pas cru forcément, même si on ne sera peut-être pas entendu. On a vraiment cette responsabilité de dénoncer les personnes pour que ensuite ce soit dans leur casier au minimum, que ce soit écrit quelque part et que ça puisse être un motif, par exemple, de ne pas les embaucher, de ne pas... Si on ne dit pas les choses, si on ne dénonce pas les gens qui nous ont agressés, comment voulez-vous qu'on puisse protéger nos enfants derrière? Donc nous-mêmes, on doit faire ce taf de dénoncer pour les protéger eux derrière et pour que toute personne, on sait très bien que c'est des récidivistes après derrière, donc ils ne soient pas embauchés quelque part, surtout qu'ils vont chercher à se faire embaucher auprès des enfants si c'est des pédos par exemple. Voilà, forcément. Donc checker les casiers judiciaires des personnes qui sont employées pour qu'ils soient vierges, et nous aussi d'un autre côté naturellement dénoncer pour que les casiers judiciaires de ceux qui en ont puissent être à jour. Ensuite, il y a un point qui a été très souvent rajouté par vous toutes dans les commentaires, c'est le point de protéger nos enfants en ne les postant pas sur les réseaux. Un point qui est totalement juste, vrai et qui nous concerne toutes. Donc avec tous les risques que ça comporte de poster un enfant sur les réseaux, c'est vrai qu'il faut vraiment se poser la question de savoir si c'est quelque chose qui nous semble juste ou pas. À date, à l'instant T, pour moi, ça me semble juste de le faire. Donc la première chose qui doit être respectée à mon sens, c'est que quand on sait que la personne est éclairée, qu'elle a pris la décision en toute conscience et qu'on respecte son choix et qu'on vienne pas l'attaquer. Alors j'ai reçu des milliers de messages qui disaient ouais bah déjà la première chose pour protéger ton enfant ça serait peut-être de pas les mettre sur le réseau. Yes, pourquoi pas, d'accord? C'est pas le choix que je fais parce que je pense pas que ce soit la décision pour protéger nos enfants. Je pense que le sujet est beaucoup plus complexe que ça en fait. Parce qu'aujourd'hui 85% des agressions ont lieu dans le cercle connu de l'enfant, c'est-à-dire un cercle de confiance. On parle beaucoup des dangers des réseaux, mais on parle pas du tout des dangers à la maison. Le principe d'un pédocriminel, c'est qu'il aime les enfants. Donc il va forcément se trouver dans des environnements où il y a des enfants. Et il y en a partout autour de nous. Ce n'est pas un pédocriminel, c'est pas quelqu'un de dégoulinant, un monstre caché dans un placard derrière des écrans. C'est pas ça, hein. C'est des personnes qui sont souvent extrêmement charismatiques, sympas, appréciées de tout le monde. C'est ça aussi. La vérité, elle est là. Et donc ça me questionne parce que naturellement, on peut éviter de mettre ses enfants sur les réseaux, mais d'un autre côté, les statistiques sont très faibles à ce niveau-là. Tout se passe dans le cercle familial. Donc ça serait limite plus dangereux de poster une photo sur le groupe WhatsApp famille, parce que dans ce cas-là, il faut aussi qu'on questionne ça. C'est de se dire, est-ce que je fais bien d'envoyer une photo de mon enfant à des copains ou à mon entourage ou voilà. 85% des agressions se passent dans le cercle connu de l'enfant. C'est pas parce que les personnes nous sont familières que c'est des personnes à qui on peut laisser nos enfants en toute sécurité. Donc c'est inconfortable à entendre, je sais, mais en fait c'est une réalité qui doit nous plonger dans une question un peu plus profonde que réseau par réseau. Pour moi, le vrai danger, si tout le monde s'arrête de poster ses enfants sur les réseaux, que certains fassent le choix de ne pas le faire, je le comprends totalement et je le respecte, tout comme il y en a qui choisissent de ne pas s'exposer sur les réseaux eux-mêmes, etc. Je le comprends. Maintenant, moi c'est mon métier. Donc c'est un peu différent. Et je pense que les réseaux sont devenus une vraie place publique, que c'est devenu un miroir de la société. Et le vrai danger d'invisibiliser nos enfants sur les réseaux totalement, si on se mettait tous à le faire, hein, ça serait qu'ils ne seraient plus du tout représentés sur un canal ou un média qu'on utilise au quotidien. Et vous imaginez 2 secondes, si au quotidien, on passe un temps infini sur une plateforme où il n'y a pas d'enfants. Qu'est-ce que ça voudra dire et qu'est-ce que ça aura comme impact sur la société derrière? C'est ça qui me questionne le plus finalement. Donc c'est une réflexion que je nourris en permanence et je me réserve le droit à tout moment de retirer mon enfant des réseaux et de changer ma perspective là-dessus. Hein. C'est quelque chose qui est de toute façon en constante évolution, mais pour l'instant je trouve ça juste de pouvoir montrer des scènes familiales, de pouvoir montrer un quotidien, de pouvoir parler d'eux, de pouvoir leur faire une vraie place dans cet espace réseau, en sachant que oui, il y aura des défaillances par rapport peut-être à des photos, par rapport à des choses qui vont partir dans des pédos, mais finalement, retirer les enfants totalement des réseaux, ça serait un peu comme la SNCF qui nous retire des wagons entiers où ils ont le droit d'être à l'intérieur, quoi. On est déjà dans une société où l'enfant n'a pas beaucoup de place, je pense, donc si on les retire d'autant plus dans tout ce qu'on consomme et dans tout ce qu'on fait, voilà, ça va devenir de pire en pire. Donc moi, pour ma part, je prends le risque que mon enfant soit exposé, je prends le risque de montrer ce qu'on fait, je prends le risque de partager la manière dont on l'élève et ce qu'on fait. Et encore une fois,
Alors beaucoup vont me dire oui mais l'enfant il a pas son mot à dire là-dedans, il est trop petit encore pour décider de ça, et oui, clairement. Mais il est trop petit pour décider de beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses en tant qu'adulte, on prend des décisions pour nos enfants de toute façon, quoi qu'il arrive, surtout. On ne leur demande pas leur avis à chaque fois, ni leur consentement. On leur demande pas s'ils veulent aller à l'école, on leur demande pas s'ils veulent déménager, on leur demande pas... y a plein de choses qu'on leur demande pas et qu'on fait quand même pour eux. Donc notre responsabilité en tant qu'adulte, c'est d'observer les risques, de comprendre si pour nous il y en a, quel est vraiment le risque, etc. Pour moi, c'est un risque que je peux prendre dans une perspective de transmission, dans une perspective d'évolution, dans une perspective de vous faire passer des messages qui concernent nos enfants. Je pense qu'ils doivent être représentés sur une plateforme comme Instagram, qui est devenue un vrai lieu public, quoi, hein. Donc bannir nos enfants des réseaux ne stoppera déjà pas la pédocriminalité, ils trouveront toujours des moyens de toute façon de s'en approcher, de faire ce qu'ils veulent. Et souvent ça résonne en moi en fait quand j'entends, quand je vois des commentaires qui me culpabilisent de le poster, souvent ça résonne en moi comme, vous vous rappelez, quand il y avait quand il y a des viols sur une femme, souvent on a tendance à la culpabiliser sur la manière dont elle était habillée. Bah, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que on travaille pas le bon sujet là. Ce n'est pas à nous de nous réprimander, de nous interdire de faire ce qu'on a envie de faire, de nous priver de notre liberté de faire ce qui nous semble juste parce qu'il y a des dangers à l'extérieur. Si ça nous semble juste de mettre une robe, de nous habiller de manière courte, etc. C'est pas prendre le risque de se faire violer, pas plus. Surtout que ça a été largement démontré hein, que c'était très décorrélé entre celle qui se fait violer et sa tenue. Il n'y a aucun sujet en fait, c'est pas du tout un lien. Donc là c'est un peu pareil pour moi avec les réseaux et la pédocriminalité. Je pense qu'on ne doit pas grandir dans la peur. Je pense que ce sont des outils que nous utilisons au quotidien, que nous consommons et que nos enfants ont une place à l'intérieur et doivent être représentés là-dedans. Les invisibiliser là-dessus ne changera rien à la pédocriminalité en cours. Et je suis vraiment curieuse d'avoir vos réflexions là-dessus parce que je pense que c'est là-dedans qu'on se nourrit aussi, c'est qu'on en discute, mais toujours de manière s'il vous plaît constructive et pas en attaque en fait. Voilà. Alright. J'ai beaucoup parlé, je vous ai dit beaucoup de choses, je serais incapable de les résumer. J'avais juste besoin de venir ouvrir cet espace et de venir vous parler à cœur ouvert des sujets qui nous ont traversés dans nos discussions ces derniers jours. Vous me direz si ça vous aide un format comme ça, beaucoup plus simple, plus déstructuré, ou si totalement les messages sont envoyés et qu'il n'y a rien qui passe, vous me direz et j'ajusterai en fonction de ce qui vous fait du bien. Je pense que certaines fois je me dis, à force de mettre trop de perfection dans tout ce qu'on fait, je fais plus rien. Donc faut peut-être revenir à des choses plus simples, à des moments plus authentiques, à des moments moins structurés, moins ficelés, plus fluides. Voilà, vous me direz si ça vous aide. En tout cas, j'ai hâte de lire vos retours sur Insta, j'ai hâte d'entendre de vos nouvelles. Vous savez toujours où me trouver et surtout, venez m'écrire comment vous allez, toutes. Je vous embrasse très fort chacune de vous. Merci de votre écoute et je vous dis à très vite. Bye.